On va s'intéresser à ces conflits intérieurs qui nous animent tous. En s'appuyant sur le livre L'hypothèse du bonheur de Jonathan Haidt, cette exploration va nous montrer comment la sagesse ancienne et la science moderne s'allient pour éclairer nos propres contradictions. On connaît tous ça, pas vrai? On se dit « cette fois c'est la bonne, je mange mieux, je fais du sport, je suis plus patient ». Et puis, quelques jours plus tard, tout s'écroule. Alors pourquoi cet écart permanent entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait vraiment? Eh bien la réponse se trouve dans une division au plus profond de nous-mêmes. L'idée centrale, c'est ça. Notre esprit n'est pas un PDG qui décide de tout. C'est plutôt un conseil d'administration un peu chaotique où plusieurs membres crient en même temps, chacun voulant imposer son avis. Et c'est justement cette division interne qui explique nos incohérences. Alors, allons-y, plongeons dans cette idée fascinante. Un esprit divisé. Ce n'est pas une idée nouvelle, ça fait des siècles que les philosophes en parlent. Mais ce qui est incroyable, c'est que la science moderne, notamment la neurologie, est en train de confirmer cette vieille intuition. On peut voir ça comme 4 grandes lignes de fracture. D'abord, l'esprit contre le corps. Par exemple, quand notre estomac gargouille en pleine réunion importante. Il y a aussi l'hémisphère gauche du cerveau, le rationnel, qui se bat avec le droit, plus créatif. Ou encore notre cerveau reptilien, celui des émotions primaires, face à notre néocortex, le siège de la raison. Mais la division la plus importante, celle qui explique nos luttes de tous les jours, c'est la dernière. La bataille entre nos processus automatiques et nos pensées contrôlées. Et pour vraiment bien visualiser cette division, il y a une métaphore qui est juste parfaite, celle du cavalier et de son éléphant. Imaginez que notre esprit soit composé de ces deux êtres. D'un côté, on a le cavalier. C'est notre pensée consciente. C'est cette petite voix dans notre tête qui analyse, qui planifie. Il est logique, mais il est lent et il se fatigue très vite. Et de l'autre, il y a l'éléphant. Et là, c'est une autre histoire. L'éléphant, c'est tout le reste. Nos émotions, nos intuitions, nos désirs profonds. Il est ultra rapide, surpuissant et il ne se fatigue jamais. C'est lui qui gère la quasi-totalité de nos opérations mentales. Et attention, dans cette relation, le cavalier n'est absolument pas le chef. C'est un simple conseiller. Il peut lire la carte, il peut suggérer une direction. Mais si l'éléphant de 6 tonnes décide soudainement qu'il a soif et fonce vers la rivière, le cavalier peut crier tout ce qu'il veut, il ne pourra rien faire. La plupart du temps, c'est l'éléphant qui gagne. Bon, alors ça donne quoi concrètement quand l'éléphant est aux commandes? Eh bien, ça signifie que notre raison, notre fameux cavalier, passe le plus clair de son temps à justifier les décisions de l'éléphant. Prenons l'exemple génial de Benjamin Franklin. C'était un végétarien convaincu, son cavalier avait des principes très clairs. Mais un jour, sur un bateau, il sent l'odeur du poisson grillé. Son éléphant se réveille et en a une envie folle. Et que fait son cavalier? Au lieu de se battre, il trouve une excuse brillante pour que l'éléphant puisse avoir ce qu'il veut. C'est ça qu'on appelle le raisonnement motivé. Notre cavalier n'est pas un scientifique à la recherche de la vérité. Non, c'est un avocat. Son job, ce n'est pas de découvrir ce qui est juste, c'est de construire le meilleur dossier possible pour défendre les désirs de son client, l'éléphant. Et voilà qui explique pourquoi on est tous, par nature, un peu hypocrites. Notre avocat intérieur est un procureur absolument impitoyable quand il s'agit de juger les autres. Il voit la moindre incohérence. Mais quand il s'agit de nous, Allah, il se transforme en meilleur avocat de la défense du monde, prêt à justifier n'importe laquelle de nos contradictions. Bon, ce conflit interne, il n'a pas seulement un impact sur nos décisions. Il affecte aussi, et c'est énorme, notre quête du bonheur. Parce qu'en écoutant un peu trop l'éléphant, on se retrouve souvent coincé sur ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique. On s'imagine qu'avoir une augmentation, une plus belle voiture ou même gagner au loto nous rendra heureux pour de bon. Mais la vérité, c'est que l'être humain s'habitue à tout. L'excitation du début s'estompe, le nouveau salaire devient la norme, la grande maison devient juste la maison. L'euphorie ne dure pas parce que l'éléphant s'adapte très très vite. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre les plaisirs et les gratifications. Les plaisirs, comme un gâteau au chocolat, c'est intense, c'est immédiat, mais c'est bref. L'éléphant adore ça. Les gratifications, c'est différent. C'est quand on est complètement absorbé par une activité qui nous met au défi, comme un sport, la musique ou un projet passionnant. C'est l'état de flow. Et ça procure un bien-être bien plus profond et durable. Et ça a une application très concrète sur la façon dont on dépense notre argent. Toutes les études le montrent. Dépenser son argent dans des expériences, comme un voyage, un concert ou même un cours de poterie, rend plus heureux sur le long terme que d'acheter des objets. Pourquoi? Parce que les expériences créent des souvenirs, elles nous connectent aux autres et on s'y habitue beaucoup moins vite. Puisqu'on ne peut pas forcer l'éléphant à obéir, comment faire pour mieux vivre avec lui? La solution, ce n'est pas de le soumettre, c'est une bataille perdue d'avance. Non, l'idée, c'est de l'entraîner, de l'apprivoiser. C'est un travail de coopération.
Il y a 3 grandes stratégies pour ça. D'abord, on dirige le cavalier. On lui apprend à reconnaître ses propres pensées tordues et automatiques pour ne plus être leur marionnette. Ensuite, on motive l'éléphant. Des pratiques comme la méditation permettent de le calmer, de le rendre moins impulsif. Et enfin, il y a la technique la plus efficace et de loin, façonner le chemin. C'est tout simple. Si on veut manger moins de biscuits, la meilleure solution n'est pas de résister à la tentation, c'est de ne pas acheter de biscuits du tout. On facilite la vie de l'éléphant. On ne peut donc pas décider d'être heureux et y arriver par la force. C'est comme vouloir forcer une plante à pousser en tirant dessus. Ça ne marche pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est créer les bonnes conditions. De la bonne terre, de l'eau, du soleil, et ensuite il faut attendre. Le bien-être, c'est pareil. Le but final, ce n'est donc pas seulement une paix intérieure, c'est la cohérence à tous les niveaux. C'est quand le cavalier et l'éléphant sont enfin alignés qu'ils avancent ensemble. C'est quand nos actions de tous les jours sont en phase avec nos valeurs. Et c'est quand tout ça nous connecte à quelque chose de plus grand que nous. Au final, le bonheur n'est ni complètement en nous, ni complètement à l'extérieur. Il se trouve entre nous et les autres, entre notre corps et notre esprit, entre nous et un projet qui nous tient à cœur. C'est la qualité de ces liens qui donne un vrai sens à la vie. Alors, la question à se poser est simple. Est-ce que notre cavalier et notre éléphant travaillent en équipe ou est-ce qu'ils se font la guerre ? Prendre conscience de cette dynamique, c'est déjà faire un pas immense pour naviguer un peu plus sereinement dans nos vies. Merci d'avoir suivi cette analyse.